Bonjour chers étudiants, aujourd'hui un nouveau chapitre sur les étapes de la formation. Ce chapitre rentre dans le cadre de la gestion des ressources humaines. De nombreuses sociétés démontrent l'efficacité de la formation dans la croissance de l'entreprise. Les résultats de la formation sont concrets et mesurables tant dans la productivité que dans la montée en puissance professionnelle du personnel. C'est ainsi que, dans le cadre de la gestion des ressources humaines, l'assistant de gestion ou tout autre collaborateur chargé des activités de ressources humaines, il est amené à gérer ce type de dossier. C'est ce qui fera l'objet de ce cours, qui traite la définition, les enjeux de la formation, ainsi que les différentes étapes à suivre pour gérer la formation. Bien sûr, on va respecter les différents documents et les différentes situations de communication à mettre en œuvre pour poursuivre ces étapes. Le plan de formation est un outil stratégique de management des ressources humaines. Il rassemble toutes les formations en cours et à venir sur l'année, en lien avec la politique d'entreprise définie. C'est un projet opérationnel de développement et d'adaptation des compétences de ses salariés aux évolutions des métiers dans sa structure. Ce projet est délimité dans le temps et précisément budgété puisque le plan est à la charge de l'entreprise et pas à la charge des salariés qui en bénéficient. Le plan de formation doit donc refléter intégralement les besoins en compétences afin de mettre en place les méthodes nécessaires pour y remédier. En ce qui concerne l'objectif de la formation, il permet d'améliorer les compétences des salariés, c'est-à-dire se maintenir à un niveau de qualification nécessaire pour être parfaitement adapté au poste de travail occupé, promotion pour accéder à un poste supérieur ou changer de métier, adapter le salarié aux évolutions des métiers et permettre aussi une meilleure adaptation des employés au poste de travail, perfectionner les qualifications des salariés, avoir des employés parfaitement adaptés et formés, résoudre et prévenir les dysfonctionnements. Ceci permettra une meilleure compréhension des salariés au fonctionnement et aux enjeux de l'entreprise. Alors, venons maintenant aux étapes de la formation. Pour réaliser un plan de formation, la première des choses, on commence par analyser les besoins. Analyser les besoins, c'est-à-dire l'émergence des besoins en formation. On peut le faire soit individuel ou collectif, soit par des entretiens annuels, les entretiens qu'on organise avec les salariés à la fin de chaque cycle, et aussi des enquêtes. On peut distribuer des enquêtes ou bien des imprimés qu'on va voir par la suite, on va voir un exemple, pour collecter les besoins en formation du personnel. C'est-à-dire chaque personne va nous dire quelles sont ses lacunes, quelle évolution il veut réaliser, quel est son objectif et quels sont ses besoins en formation. Alors ici, vous avez un exemple d'un imprimé de demande de formation. Il y en a plusieurs, ça dépend de chaque entreprise. Ici, j'ai un exemple d'un imprimé en ligne. L'entreprise qui veut lancer un plan de formation, et il peut mettre à la disposition des salariés un imprimé en ligne dans lequel il précise le matricule. Chaque salarié a son propre matricule, le nom, le prénom, le service, la fonction. La fonction, c'est un critère qui est important. Qui détermine le résultat, accord ou refus de la formation, téléphone, le courriel, la date de naissance, c'est aussi un élément important, la date d'entrée dans l'entreprise, ça c'est un élément très important parce que on va voir par la suite l'expérience dans la branche, normalement il doit avoir 2 ans et dans l'entreprise au moins 1 an, donc la date d'embauche est très importante. L'intitulé de stage,
On a ici une liste déroulante puisque c'est un imprimé en ligne. On choisit le stage demandé. Chaque salarié va préciser le stage qu'il demande. La date du stage, aussi on choisit la période en fonction de notre travail. Et ici on peut proposer des critères ou autre chose à préciser, des suggestions et on valide. Dans ce cas-là, chaque salarié va avoir des propositions. Et d'après la proposition de chaque salarié, on peut déterminer les besoins. Une fois les objectifs ont été déterminés, on passe à l'élaboration du plan de formation. C'est-à-dire, il faut commencer par élaborer d'abord le projet de plan de formation en précisant les objectifs de l'entreprise et la performance attendue. Tout ceci est discuté entre le président, le directeur général ou le directeur des ressources humaines et aussi les représentants du personnel. Une fois terminé, on doit mettre en place définitivement le plan. Alors le plan, il est là, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contacter les prestataires de services. Mais avant, il faut rédiger un cahier de charge. Le cahier de charge, comme vous savez, c'est un document que l'entreprise doit réaliser afin de déterminer toutes les informations relatives à la formation demandée, la durée, le budget alloué à cette formation, les personnes ciblées, ce que les cadres, les ouvriers ou d'autres agents, et aussi toute information qui va déterminer le devis, qui va permettre aux prestataires de services de déterminer la qualité et le devis de cette formation. Voilà comment élaborer un plan de formation. Alors, comment désigner le public? C'est-à-dire comment désigner les salariés qui vont profiter de la session de formation. Alors, soit par des entretiens annuels chaque année, il faut faire des entretiens d'évaluation avec les salariés et à partir de ces entretiens, on peut déterminer les personnes qui ont besoin de formation, soit par des fichiers de salariés, c'est en fonction des objectifs qu'ils peuvent atteindre, soit par leur ancienneté, soit par leurs compétences, soit plusieurs critères. Donc, on doit voir les fichiers des salariés. Soit les portefeuilles de compétences, c'est-à-dire cette personne elle est très compétente, il va avoir une promotion, ou bien une personne qui manque de compétences, il faut l'améliorer. Donc, les portefeuilles aussi, c'est important. Les formations suivies, est-ce que cette personne elle a déjà bénéficié d'une formation avant ou il n'a jamais bénéficié de formation? Donc, c'est sur ces critères-là qu'on se base pour désigner le public. Il y a aussi la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Qu'est-ce qu'on vise à améliorer un point ou bien améliorer une compétence. Donc, c'est comme ça qu'on va choisir les personnes qui vont bénéficier de chaque session de formation. Alors, pour établir les priorités et pour qu'il n'y aura pas de problème entre les salariés, il faut mettre des critères très clairs. Alors, la première des choses, l'ancienneté. L'ancienneté doit être égale ou supérieure à 24 mois dans la section de la personne qui veut bénéficier de la formation, dans la section. Et une ancienneté au moins d'1 an, c'est-à-dire 12 mois dans l'entreprise. Par exemple, je suis comptable, alors j'ai déjà travaillé comme comptable pendant 2 ans avant et l'entreprise au moins un an pour bénéficier de cette formation. Et il y a aussi le délai de franchise entre les deux congés de formation supérieur ou égal à 6 mois. C'est-à-dire je ne peux pas laisser un salarié qui n'a jamais fait de formation et faire bénéficier une autre personne qui vient de bénéficier dont la durée ne dépasse pas 6 mois. Donc, délai de franchise, c'est important. Et les critères spécifiques pour l'entreprise, bien sûr, parfois, je peux avoir comme critère, par exemple, je vous donne un exemple, pour les chargés d'accueil, je veux faire une formation pour la personne qui a des contacts fréquents avec les clients.
Dans ce cas-là, je choisis la personne. Il faut donner des critères très clairs pour ne pas avoir de problème entre les salariés, pour ne pas dire pourquoi telle ou telle personne a bénéficié et moi je n'ai pas bénéficié. Donc les critères doivent être clairs pour bénéficier d'une formation. Pour bien concrétiser ce que je viens de dire, je vous donne un exemple, un tableau où il y a la liste des demandes de formation. Je donne l'exemple de août 2020. Il y aura une formation août 2020. Il y a 4 salariés. Yassine, Othman, Hamza, Walid. On veut sélectionner seulement 2 pour cette session. Et on a des informations sur chacun. La date d'embauche, date dans la branche, formation précédente et les critères spécifiques à l'entreprise. Pour Yassine, il est embauché en 2016. Et là, la date de l'embauche est toujours 2016. Formation précédente, il n'a aucune formation. Et critères spécifiques, il a plus de contacts. Il est en contact direct avec les clients. On a pris l'exemple d'un chargé d'accueil. Pour Othman, sa date d'embauche en 2015, date de l'embauche 2014. Formation précédente, il a déjà eu une formation en 2016-2018 et aussi en mars 2020. Si vous constatez avec moi ici, le délai de franchise n'est pas respecté. Il y a à peine 5 mois entre mars et août. Moins de contacts. Hamza, 2012, date d'embauche. 2012, date dans la branche. Il a déjà eu 2 formations, 2014-2016. Il est en contact direct avec les clients. Walid, en décembre 2019, date d'embauche. Date dans la branche 2019 aussi, décembre 2019. La formation, il n'a aucune formation. Les critères, il a un contact direct régulier. Contact avec les clients. Ici, il n'a pas encore terminé une année d'expérience dans l'entreprise, ni 2 ans dans la branche. Donc, Walid, ça se voit bien qu'il ne peut pas être accepté. Donc, si vous voyez avec moi, quelles sont les personnes qui sont les plus concernées par cette formation. Alors, si vous voyez Yassine, il n'a jamais eu de formation, il a beaucoup de contacts, il a quand même 4 ans d'expérience dans la branche et 4 ans dans l'entreprise. Pour moi, je vois que je le choisis pour cette session. Othman, il n'a pas à être choisi puisque le délai de franchise n'est pas respecté, donc je ne peux pas le choisir. Et il a moins de contacts. Il a à peine eu la formation au mois de mars, alors que la formation aura lieu le mois d'août. Donc au moins on a dit délai de franchise de 6 mois. Hamza, il est très ancien, c'est le plus ancien. Il a déjà eu une formation en 2014-2016, mais il a un contact direct avec les clients. Walid, c'est pas possible comme je viens de dire parce que il n'a pas respecté ni la date d'embauche, ni l'ancienneté dans l'entreprise qui n'a pas encore atteint 1 an, ni l'ancienneté dans la branche qui doit avoir 24 mois, c'est-à-dire 2 ans. Donc Walid à proscrire, Othman à proscrire, je garde Yassine et Hamza. Voilà comment on choisit les personnes qui pourront bénéficier de la formation. Voilà donc le classement des candidats selon la priorité. Je prends le classement Yassine, le 2 c'est Hamza, 3 c'est Walid et 4 c'est Othman. Donc si on veut choisir 1, je prends Yassine. Si on veut choisir 2, c'est Yassine et Hamza et ainsi de suite. Si on a dit qu'il n'y a que 2, donc on va prendre Yassine et Hamza.
Une fois qu'on a choisi les candidats, bien sûr, il faut répondre parce que chacun il a soumis sa demande. Donc il y a deux réponses, soit accord, soit refus. Alors pour choix des informations du candidat bénéficiant de la formation, j'envoie une lettre ou bien un email. Donc il y a l'entreprise, le nom de l'entreprise, la ville, il faut préciser le nom de la personne, l'objet de votre demande de formation, l'appellation bien sûr. Il faut informer le salarié de sa participation à la formation ou au stage la date et préciser le thème. Préciser le thème et la date. Donc, il faut informer le salarié. Préciser le lieu, la date, début, de fin et l'heure. On doit préciser toutes les informations nécessaires. Donner les formalités de départ et retour de transport d'hébergement au cas où la formation va être réalisée dans une autre ville ou bien dans un autre pays. Inviter les salariés à prendre contact avec X, le directeur ou le chef ou l'assistant qui sera chargé pour préparer le dossier. Et la formule de politesse, là, c'est le plan de la lettre, ou bien on peut le faire sous forme de mail pour des personnes bénéficiant de la formation. Alors pour les autres dont le stage a été refusé, je dis si stage ou bien formation, ça dépend de la formule de la formation, comment elle est. Donc là j'ai choisi un mail, je mets le nom, l'adresse email, la date, l'objet. Chers collaborateurs, nous avons examiné votre demande de formation pour on précise le thème, mais nous ne pouvons pas l'accepter pour cette session. En effet, seuls 2 salariés vont pouvoir bénéficier de cette formation et nous avons privilégié les collaborateurs qui n'ont jamais bénéficié de la formation et qui ont un lien étroit avec la clientèle. Nous ne manquerons pas de vous solliciter pour participer à une autre session de formation ou à un autre stage, très cordialement. Voilà la lettre qu'on va envoyer pour des personnes dont leur demande a été rejetée. Alors pour le choix des prestataires, on a dit qu'on a déjà réalisé un cahier de charges et on peut faire des prestations internes, c'est-à-dire on peut faire appel à des formateurs de l'extérieur qui vont faire la formation à l'intérieur de l'entreprise, ou bien des prestataires externes, c'est-à-dire il y a des centres de formation auxquels on envoie le cahier de charges comme je viens de dire tout à l'heure, faire la comparaison, choisir et bien sûr établir une convention. Je vous donne un exemple de convention à faire avec les prestataires. Alors voilà l'exemple de convention. Il y a le modèle de convention de formation pour la mise en œuvre d'un contrat de professionnalisation. On met entre l'entreprise et l'organisme de formation, le nom de l'entreprise avec l'adresse, l'organisme avec l'adresse. Il est convenu ce qui suit. Je suis désolée parce que j'ai scanné, c'est pas très lisible. Conditions de contrat. Le salarié, monsieur X, il est entre un CDD ou bien CDI. L'article 2, modalité d'organisation de la formation. Validé pour le choix. Est-ce qu'il veut un diplôme ou bien un titre ou bien qualification figurant sur une liste ou autre chose. Donc l'entreprise s'engage à faire suivre aux salariés des actions de professionnalisation. Donc ici on se met d'accord sur le type de formation, la période, le comment de la formation, etc. Donc aussi c'est une convention qui est signée entre l'entreprise qui demande formation et entre l'organisme de formation. Évaluer la formation, c'est essayer de comparer les objectifs assignés au début aux actions réalisées. Les critères d'évaluation peuvent porter sur la qualité de l'enseignement. Cela permet d'évaluer l'adéquation entre les contenus et les objectifs annoncés au départ. Les méthodes utilisées. Est-ce que c'est une formation à distance, ou bien des travaux de groupe, ou bien des jeux de rôle, ou bien d'autres. L'animation du groupe en formation, la prise en compte de l'hétérogénéité du groupe, parce que le groupe il est hétérogène. Donc, est-ce qu'on prend en considération ceci ou non? Il y a aussi l'organisation matérielle. Par exemple, la salle mise à la disposition, le confort, les moyens pédagogiques, l'interface logicielle, surtout lorsqu'il s'agit de plateformes de formation à distance. Et l'évaluation, le taux de présence aussi à la formation, qui est un indicateur indirect mais non négligeable.
parce que si la formation elle est intéressante, tout le monde va être présent. Et l'évaluation, bien les outils permettant l'évaluation sont soit le questionnaire et l'entretien collectif, ça peut être un questionnaire ou bien un entretien collectif. Ils permettent aux stagiaires d'évaluer l'action de formation à chaud, c'est-à-dire avant même de partir, on insère dans le dossier de formation un document ou bien un questionnaire d'évaluation que le stagiaire ou bien la personne formée doit compléter au fur et à mesure pour ne pas oublier. Je vais vous donner l'exemple par la suite. Ou bien l'enquête qualitative. Alors pour confirmer ou infirmer l'efficience du dispositif de formation, l'enquête peut durer plusieurs semaines et être confiée à une personne extérieure à l'action de formation. Ça peut être une personne appartenant au service des ressources humaines, ou bien même on peut la confier à un cabinet extérieur. Alors voilà les éléments qui permettent l'évaluation. Alors pour vous montrer un exemple d'enquête ou bien questionnaire d'évaluation, j'ai choisi un exemple d'un livre. Cette évaluation n'est pas normalisée. Chaque entreprise peut la concevoir en fonction de ses objectifs et ses critères. Et il faut mettre le titre, l'intitulé de stage est obligatoire, la référence, le nombre de jours de formation sont aussi obligatoires, la date de début et la date de fin, l'organisme formateur, non, les coordonnées, nom, téléphone, l'adresse, courriel. Lieu de formation, est-ce que c'est dans nos locaux ou bien à l'extérieur, il faut donner l'adresse. Le stage ou bien la formation il est collectif, le stage collectif ou bien individuel. Si le collectif, il faut préciser le nombre de participants, le nom de personne qui a bénéficié du stage ou bien de la formation, le prénom, la fonction, le service. Alors, pour les éléments d'évaluation, on commence par les conditions matérielles. On a parlé tout à l'heure des conditions matérielles, c'est tout ce qui est période choisie. La période, est-ce qu'elle est adaptée, est-ce qu'elle est satisfaisante, très satisfaisante, satisfaisante, insatisfaisante ou bien très insatisfaisante. Le lieu, la salle de formation, les supports, le matériel mis à la disposition, les organisations, l'organisation en général, le repos, l'hébergement, les repas, pardon, l'hébergement, parce qu'il y a des centres qui incluent dans la formation les repas aussi, l'hébergement, il y a des conventions avec des hôtels. Surtout si la formation se fait à l'extérieur de la ville ou bien du pays. L'environnement humain, on parle ici de l'accueil, est-ce qu'il est satisfaisant ou non satisfaisant, le formateur, la personne qui assure la formation et la convivialité du groupe. La suite de l'enquête, on parle dans le troisième point du contenu de la formation. Le contenu, est-ce qu'il est adapté aux objectifs, la méthode pédagogique, les objectifs définis, les objectifs atteints, les connaissances du formateur, les compétences ciblées. Toujours évaluer, est-ce que c'est très satisfaisant, satisfaisant, insatisfaisant ou bien très insatisfaisant. Et à la fin, quatrième point, suivi de la formation. Cette formation, est-ce qu'elle correspond aux besoins, à votre besoin? Cette formation a été utile immédiatement, ou bien dans quelques mois, ou bien à long terme. Cette formation vous incite-t-elle à suivre d'autres formations? Cette formation peut-elle être recommandée à d'autres employés? Toujours répondez par oui ou par non. Et enfin, on vous demande d'attribuer une note de 1 jusqu'à 10 pour une évaluation globale de cette formation. Et à la fin, des remarques, des suggestions. Voilà la fiche d'évaluation ou bien l'enquête d'évaluation qu'il faut connaître et qu'il faut être capable de concevoir. Voilà, ce chapitre touche à sa fin. Je voudrais attirer votre attention de mettre le point sur tout ce qui est document. Par exemple, demander une formation, évaluer une formation,
les communications, par exemple, contacter un centre de formation, on n'a pas vu dans cet exemple, on peut le voir dans d'autres exemples avec un exercice. Pour répondre à un demandeur de formation par acceptation ou par refus, confirmer la formation avec le centre. Voilà ce qu'on vous demande en général dans les examens ou bien dans les exercices à faire. Ce sont les communications et les documents à concevoir. J'espère que c'est assimilé, ce chapitre a été bien compris. Je reste à votre disposition. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi vos remarques ou bien laissez-moi toute suggestion. Je suis à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention.